Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau cycle de webinaires qu'on vous propose aujourd'hui avec l'équipe LDV Studio Urbain sur ce vaste sujet qu'est la ville des usages. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez compris avec les publications qu'on a fait, mais l'idée c'est que là, on lance vraiment un nouveau cycle sur la ville des usages. Donc, moi, je suis Lola Roy, chargée de prospective urbaine chez LDV Studio Urbain et du coup responsable de ce nouveau format. Je suis aussi rédactrice pour le média Lumière de la Ville et puis chargée de projet du coup urbain chez LDV. Et je suis accompagnée aujourd'hui de David Rigaud, que je vais laisser se présenter. Et puis après, on va commencer le webinaire. Alors, hop, ça marche pas. Et pardon, oui, merci Lola. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, David Rigaud, comme on vient de le dire. Je suis chargé de contenu éditorial et prospective chez LDV. Et du coup, je m'occupe pas mal, je suis beaucoup rédacteur pour le média Lumière de la Ville, que vous êtes beaucoup à connaître, je pense. Mais du coup, je vais laisser Lola un petit peu introduire un peu plus l'agence. Oui, donc on va revenir rapidement sur l'agence et le média, histoire de conceptualiser, de contextualiser un petit peu la raison pour laquelle on vous propose aujourd'hui à la fois ce webinaire, ce format et puis aussi ce sujet. Donc David et moi, on travaille pour LDV Studio Urbain, qui est une agence qui a été fondée par Yoann Sportouche en 2017. Je vais détailler l'émission juste après, mais en fait, LDV, c'est l'émanation d'un média, de la revue web Lumière de la Ville, que vous connaissez donc peut-être, en tout cas que je vous invite à découvrir. On va vous mettre le lien si vous souhaitez regarder un peu ce qu'on fait sur ce média. C'est un média qui est gratuit, qui est ouvert, qui est accessible à toutes et à tous, qui est vraiment destiné au grand public. Et l'idée, c'est qu'à travers ce média, on essaye quotidiennement d'éveiller un peu les consciences citoyennes sur le fait urbain et puis de traiter les sujets d'actualité vraiment sous le prisme urbain. Voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder un peu plus en détail ce qu'on fait sur ce média. Du coup, côté agence LDV, on a 3 pôles en fait et domaines d'activité vraiment différents, complémentaires évidemment mais différents. La communication urbaine, la prospective urbaine et puis les projets urbains innovants. Et en fait, du coup, au sein de l'agence, comme vous pouvez déjà le constater un petit peu à travers ces 3 pôles, on est vraiment une équipe qui est assez pluridisciplinaire, communicants, urbanistes, architectes et du coup rédactrices et rédacteurs. Et la prise en compte des usages et l'intégration des usagers dans la fabrique urbaine, c'est un peu la thématique, la conviction qui est au centre, qui est assez transversale à tous nos métiers et à toutes nos disciplines finalement. Donc, le pôle communication urbaine, comme son nom l'indique, on va accompagner des acteurs, autant dans le service privé que public, dans l'élaboration de stratégies de communication. Par exemple, là, récemment, on a accompagné l'aménageur EPAMARN sur l'élaboration d'une identité de projet et la réalisation d'un livre de marque pour l'écoquartier Montévrain, pour celles et ceux qui connaissent peut-être. Et l'idée, par exemple, là, ça a été de conceptualiser le projet en se basant vraiment sur les usages actuels du site et puis d'aider les concepteurs aussi et les décideurs à se projeter un petit peu vers les usages futurs du quartier. Dans le pôle prospective urbaine, ça va plutôt être des veilles, de la création du coup de contenu, donc à la fois des articles, des formats vidéo aussi, des webinaires comme ce qu'on vous présente aujourd'hui, du coup, des cahiers de tendance. Et pareil, le sujet des usages est prégnant évidemment dans ce pôle-là. Là, pour vous donner un exemple aussi, on travaille en ce moment pour Tempo Territorial, à la suite justement d'un dernier webinaire sur le temps et l'espace. Que vous pouvez découvrir en replay d'ailleurs si ça vous intéresse. Et par exemple, là, en fait, ils nous ont missionné pour une mission où on va élaborer une étude assez poussée sur l'impact de la crise Covid-19 sur le quotidien, sur la vie des citadines et des citadins, sur le nouveau rapport que ça pose entre l'habitant et l'habitat, sur l'appropriation de l'espace public, du coup, depuis cette crise-là. Voilà, pour vous donner un peu des exemples aussi pour comprendre nos missions. Et puis, il y a ce pôle projet urbain sur lequel moi, je vais être plus mobilisée pour le coup. Je suis entre le pôle prospective et projet urbain, où là, on se positionne un peu comme un AMU qui est spécialisé en co-innovation locale et en programmation participative. Donc, globalement, on va conseiller, on va accompagner des équipes projets dans des réponses d'appel à projets urbains. Très concrètement, l'idée, c'est qu'on va réaliser des diagnostics urbains, on va conceptualiser les projets et puis on va faire des mises en récit, des mises en page de réponses à consultation.
Et en fait, nous, notre plus-value dans ce travail, c'est vraiment le terrain qu'on va réaliser. On part vraiment du principe que c'est vraiment le projet doit partir du territoire et jamais l'inverse. Et donc que tous les acteurs, toutes les actrices locaux, les habitants, les commerçants, mais aussi les associations locales, les collectifs de citoyens qui se montent sur des sujets en particulier, les entreprises même parfois, eh ben, elles sont vraiment expertes d'usage sans forcément qu'elles s'en rendent toujours compte. Donc, nous, notre rôle, ça va vraiment être de venir activer cette expertise en faisant donc de la co-innovation locale et de la programmation participative, et donc en venant imaginer le projet, la programmation avec eux. Voilà, on imagine vraiment tout ça, la future animation d'un espace public, par exemple, avec eux. Et l'objectif, c'est d'aller chercher les acteurs qui sont déjà impliqués dans un quartier, dans un territoire, pour qu'ils aient la possibilité de porter le projet tout autant que l'équipe mandatée. Voilà. Et du coup, forcément, on va s'intéresser aux logiques de co-construction, de co-gestion habitante, d'où notre appétence pour le sujet qu'on traite aujourd'hui. Et aussi, c'est la raison pour laquelle on a voulu commencer par la gouvernance de projets urbains. Ça nous semblait être un point de départ qui était assez intéressant pour ce nouveau cycle de webinaire, une porte d'entrée un peu dans le sujet qui est très, très vaste, évidemment. Et aussi parce qu'aujourd'hui, évidemment, même si, on va le voir du coup tout au long de ce webinaire, on a des équipes de plus en plus hybrides qui travaillent dans la fabrique urbaine, mais tout de même, la mutation de nos villes, ce sont quand même encore les décideurs et les concepteurs qui en sont les premiers acteurs. Donc voilà. C'est la raison pour laquelle aussi on voulait commencer par la gouvernance de projet. Voilà, donc pour entrer dans le vif du sujet, on va commencer par un exercice de définition de l'usage et la gouvernance, un état des lieux aussi de la gouvernance locale et l'influence qu'elle a eue dans la gouvernance de projet actuelle. Ensuite, on va parler plus concrètement de l'organisation, l'intégration de maîtrise d'usage dans les équipes projets, pourquoi, qui, comment, et puis du coup, de la jonction entre gouvernance de projet et usage après l'exercice de définition. Et puis, on terminera par notre vision prospective. Pour les personnes qui ont déjà assisté à nos webinaires, c'est un exercice qu'on aime bien faire et qu'on aime bien partager avec vous. Voilà, ça devrait durer à peu près 1 heure. On va essayer de rester dans les temps. On laisse évidemment le chat ouvert pour des questions, pour des échanges aussi. N'hésitez vraiment pas. Ce n'est pas seulement pour les questions, c'est aussi pour... si vous avez des idées qui vous viennent pendant qu'on parle, n'hésitez pas à les partager. Et du coup, pour que ça soit vu par tout le monde, mettez bien répondre à tous les conférenciers et participants. Sinon, il n'y a que nous qui voyons vos retours. Donc, c'est dommage de ne pas en faire profiter tout le monde. Voilà. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, on s'est posé évidemment plusieurs questions. Alors, il y en a encore plein d'autres qu'on évoquera dans les prochains. Mais là, comme on va parler de gouvernance de projet, on s'est vraiment questionné sur les partages de compétences, les différentes personnes et métiers qui sont mobilisés dans les équipes projets, et du coup, quelle gouvernance, quel réel partage pour la prise en compte des usages dans la fabrique urbaine. Aussi, la raison pour laquelle la maîtrise d'usage va venir chambouler ou re-questionner un petit peu toutes ces logiques-là. On va s'intéresser évidemment aux usagers, c'est comme le sujet principal, aux habitants des territoires et à la manière dont la maîtrise d'usage va aider ou peut aider à l'évolution d'un habitant vers un usager acteur de l'évolution de son quartier. Et puis, on va traiter aussi les différentes problématiques qui sont liées aux logiques, aux différents métiers qui vont réfléchir et construire les villes, et puis comment ces personnes arrivent, ou pas, à s'organiser collectivement pour produire nos villes. Voilà. Donc, cet exercice de définition, ça nous paraissait intéressant. On a vu un petit peu toutes les inscriptions, toutes les personnes qui sont inscrites. D'après ce que j'ai vu, la majorité d'entre vous travaillent quand même dans la fabrique urbaine. C'est intéressant parce qu'on a à la fois le côté maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et des AMU, donc les échanges vont être, j'espère, assez riches. Mais cet exercice de définition, c'est vraiment pour donner du sens à la suite de la présentation. C'est aussi pour bien se rendre compte que les mots, évidemment, ont un sens et que ce sens, il évolue en fonction des sociétés, en fonction des époques, en fonction des défis aussi qu'on voit émerger dans nos territoires. Et donc, le terme usage et gouvernance, évidemment, n'échappe pas à cette règle. Et la manière dont leur définition, en fait, a évolué, a également fait évoluer leur pratique et leur mise en œuvre. Et du coup, passer un peu de temps sur la définition, ça va aussi nous permettre de comprendre un peu mieux peut-être l'évolution de leur application concrète. Et aussi parce qu'on a réfléchi à la manière dont des fois on peut utiliser un peu à tort et à travers à la fois le terme usage et à la fois le terme gouvernance, alors qu'il recouvre quand même des enjeux qui sont très importants dans nos métiers de démocratisation de la fabrique urbaine, de participation citoyenne,
d'enjeux d'inclusivité aussi qui sont importants à comprendre et à prendre en compte. Voilà, donc de manière très classique, le dictionnaire Larousse définit l'usage comme le fait de se servir de quelque chose, comme la destination, la fonction de quelque chose, l'emploi qu'on peut en faire. On peut parler de l'usage d'un objet, d'un espace, d'un service. Il y a l'usage aussi qui est encadré par des réglementations, selon des termes juridiques qu'on va trouver dans le code de l'urbanisme ou dans le code de la construction et de l'habitation. On va trouver des définitions qui vont être un peu plus sociologiques aussi. L'historien et l'enseignant-chercheur Alain Vulbeau, notamment, qui définit l'usage comme le moment social de la fonctionnalité et qui dit également qu'il y a différents processus qui interviennent dans l'environnement du terme usage, comme l'appropriation et l'expérience. Et il dit enfin que l'usage met forcément en scène cet acteur qui est l'usager. C'est intéressant cette définition parce que ça porte un peu les réflexions qu'on va avoir tout au long de ce webinaire, de déjà voir ce statut actif que peut avoir l'usager, qui est donné en tout cas dans cette définition, et que finalement, c'est aussi la manière dont la gouvernance de projet et dont nous, professionnels de la fabrique urbaine, on va permettre d'impulser certains usages qui va rendre actif ou au contraire passif l'usager dans son expérience urbaine. Parce que l'usage, pour nous et pour beaucoup de personnes également, c'est aussi une donnée qui est sensible, c'est quand même une donnée de perception, elle n'est pas figée, ce n'est pas une donnée urbaine brute, et donc la qualité d'usage d'un espace, eh bien, elle n'est pas figée non plus, elle va pouvoir se transformer et évoluer selon justement le travail des professionnels de la fabrique urbaine. Et nous, on peut vraiment agir sur la création d'une certaine valeur d'usage, et du coup, on souhaitait vous partager quelques infographies qu'on a réalisées lors de la rédaction de notre dernier carnet d'urbanité, qui est un cahier de tendance qu'on a fait en interne, dont le sujet central était justement la ville des usages. Et en fait, on a vraiment fait cet exercice de définir et de catégoriser un peu les usages selon divers critères. Et là, cet exercice, c'est vraiment aussi pour vous partager la diversité d'usages que nous, on a exploré, on a expérimenté dans notre travail. Avec, donc, dans cette infographie, par exemple, on est parti d'usages primaires que sont se loger, se nourrir, se déplacer en ville, jusqu'à des usages plutôt liants, même fédérateurs, qui vont être de faire communauté, co-construire et voir un petit peu l'évolution du coup d'une ville plutôt qu'on pourrait qualifier de morte jusqu'à une ville plutôt vivante. On a une deuxième infographie qu'on voulait vous partager, où là, on est parti du principe que pour fabriquer une ville plus vivante, l'idée, c'était de concevoir des espaces qui étaient plutôt divers, mais aussi des espaces plus ou moins souples, et qui avaient finalement plusieurs degrés d'usage entre l'espace figé, qui va être plutôt monofonctionnel et plutôt mono-usage, et puis l'espace souple, qui, quant à lui, va être multi-usage, et que ces degrés vont vraiment influencer l'appropriation d'un espace urbain. On a réfléchi aussi à la temporalité des usages. Ici, on est parti du principe que fabriquer une ville vivante, ça consistait aussi à concevoir des lieux dont les usages puissent évoluer en fonction des différentes temporalités de la ville. Donc le concept de chronotopie, et puis avec des espaces du coup dont l'usage va être unique, un lieu qui va avoir vraiment une seule et même destination, à des espaces dont les usages vont être plutôt différenciés selon soit les saisons, soit les périodes de l'année, les semaines, week-ends et jours de la semaine, même entre jour et la nuit, il y a beaucoup d'études qui sont fournies à ce sujet, et puis même en fonction des heures de la journée, où on va avoir un espace qui va être un espace public, qui va être un parking le matin, qui va être une brocante l'après-midi, et puis un repas entre voisins le soir. Quatrième et avant-dernière catégorisation, c'est celle de l'interactivité, qui nous semblait être une démarche importante sur laquelle se positionner, dans l'idée où voilà, on va penser des lieux où les usages vont favoriser la création de liens entre les personnes et considérer aussi l'interaction sociale comme un objectif vraiment essentiel à atteindre dans nos projets urbains, dans les projets urbains auxquels on participe. Et puis dans cette logique aussi du sociologue Michel Maffezoli, qui dit que le lieu fait le lien, avec encore une fois des usages isolés jusqu'à des usages d'échange fédérateurs, etc. Et puis, dernière catégorisation, celle de l'expérience usagée. Donc là, l'idée, c'est de réfléchir à une ville qui va intégrer les habitants à sa construction, à sa gestion. C'est là qu'on va s'approcher du coup progressivement de la maîtrise d'usage et de la gouvernance de projet. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire à notre échelle chez LDV. On essaye vraiment de dépasser, c'est déjà évidemment
extrêmement bien de prendre en compte les besoins des usagers, leurs désirs, leurs attentes. Mais l'idée, c'est aussi de venir dépasser ça pour surtout prendre en compte leur expertise et pour concevoir des espaces qui vont vraiment être porteurs d'appropriation habitante. Et donc, pour cette dernière catégorisation, on part d'usages plutôt imposés jusqu'à des usages qui vont être désirés par les habitants, par les acteurs locaux. En bas de l'échelle, du coup, on va avoir une expertise habitante qui est inexistante, qui n'est pas prise en compte dans les réflexions d'usage d'un territoire, à des étapes d'information, de concertation, jusqu'à des étapes de co-construction, où là, c'est plutôt dans la technicité, co-innovation, où là, on est plutôt dans des réflexions communes d'innovation à porter sur un territoire pour faire émerger des usages fédérateurs, durables, des usages voulus, en tout cas, désirés, pour arriver jusqu'à la cogestion, qui va être cette phase où les habitants vont vraiment fabriquer, gérer les espaces créés dans l'espace urbain. D'où notre appétence pour cette thématique qu'on a choisie aujourd'hui et d'où pour nous l'intérêt de commencer par la gouvernance de projet. Tout ce que je viens de vous présenter, si vous voulez creuser un peu le sujet, déjà on en parlera peut-être dans de prochains webinaires, parce que là l'idée c'est vraiment de se questionner sur le quoi, pas sur le comment. Le comment on l'abordera plus tard, là c'est vraiment pour se rendre compte un peu de toute la diversité d'usages qu'on peut avoir. Mais si ça vous intéresse, on a le carnet d'urbanité qui est encore en téléchargement sur notre site. Et de toute façon, je pense qu'on y reviendra tout au long de ce cycle qui va durer quelques mois, on l'espère. Ensuite, pour la gouvernance, toujours dans cet exercice de définition, encore une fois, c'est un terme qui est associé à pas mal de disciplines et d'activités diverses. Historiquement, c'est vraiment plutôt associé au gouvernement, entendu au sens vraiment d'art de gouverner. Ensuite, dans les années 70, le mot va un peu refaire surface dans une lecture plutôt managériale avec les fameuses Good Corporate Governance, qui ont notamment permis de refaçonner un peu la gestion humaine des entreprises. Voilà, donc on a des gouvernances privées, on a des gouvernances publiques, comme vous pouvez le voir sur ces définitions, des gouvernances locales également, à laquelle la sociologue et chercheuse Brigitte Fouillant parle notamment de dynamique sociale, de coordination d'acteurs et d'instruments de mobilisation sociale. Donc aujourd'hui, on peut voir que la gouvernance, elle est plutôt définie comme une technique de gestion, plus ou moins partagée du coup. On peut même aller jusqu'à dire une technique de gestion sociale, que ce soit dans le privé ou dans le public. Donc on voit qu'il existe vraiment des gouvernances et pas une seule. Et on veut s'arrêter 2 minutes sur la gouvernance locale, parce qu'on va voir que l'évolution en fait, de la gouvernance locale, de ses enjeux, de tous les changements structurels qu'elle a rencontrés jusqu'à aujourd'hui, ont vraiment influencé la gouvernance de projet qu'on connaît aujourd'hui et la manière du coup dont nous, professionnels de la fabrique urbaine, on va travailler. Pour nous, rapidement, on a 3 changements qui sont assez structurants et structurels qui nous paraissent importants d'évoquer. Une longue période de décentralisation qui a initié du coup une nouvelle gouvernance partagée entre l'État et les collectivités locales. On est parti d'un pouvoir qui était plutôt centralisé, hiérarchisé, à progressivement un transfert de compétences, de ressources, de pouvoir qui va donner comme ça une certaine autonomie d'action et de gestion à échelle locale. Voilà, pour n'en citer que quelques-unes, on a eu les lois des fers, l'acte 2 et puis la fameuse loi NOTRe. Un deuxième changement qui nous paraît intéressant d'évoquer, c'est la nouvelle prise en compte des défis liés au dérèglement climatique, avec des problématiques environnementales, de transition écologique des territoires, qui ont mis du coup sur le devant de la scène urbaine des nouveaux enjeux, des méthodes, mais aussi du coup des nouveaux acteurs et des nouvelles actrices. On peut citer de manière évidemment non exhaustive les agendas 21 qui, eux, pour le coup, ont rendu plus actrices les collectivités, en tout cas de la transition. Le plan Ville durable en 2008 de Jean-Louis Borloo, dont l'objectif, c'était vraiment du coup de favoriser l'émergence d'une nouvelle façon de concevoir, de construire et puis de gérer la ville. Et avec comme ça, avec ce plan ville durable, il y a quand même une vision globale de la ville partagée par tous qui a commencé un petit peu à émerger, avec les élus, les aménageurs, les constructeurs, mais aussi les fournisseurs d'énergie, les entreprises de transport, les commerçants, les habitants. Voilà, un foisonnement quand même de nouvelles personnes sur le devant de la scène urbaine. Et puis une troisième et dernière période qu'on voulait souligner, celle de l'ère du numérique, la fameuse Smart City, avec à peu près du coup depuis 2010-2015 cette fameuse ubérisation de nos villes, où on va voir justement aussi cette logique d'hybridation
de l'écosystème d'acteurs traditionnels qu'on trouve dans la fabrique urbaine. Pareil, avec l'émergence de tiers acteurs plutôt associatifs, citoyens, qui rentrent en jeu. L'émergence aussi d'outils digitaux, évidemment, de participation citoyenne, de concertation, de consultation, qui ont permis de renouveler quand même la place des acteurs locaux dans la fabrique urbaine. Et puis l'apparition des APUI aussi, des appels à projets urbains innovants, qui ont permis une intégration quand même plus pérenne, plus complète des startups, des associations, des artisans dans les projets urbains. Tout ça pour dire que la gouvernance locale, elle a vraiment émergé au gré finalement de besoins, en fait, de nouveaux enjeux, mais surtout de nouveaux besoins. Les logiques de décentralisation, c'était parce que les collectivités avaient un besoin d'avoir davantage de pouvoir pour agir de manière efficace à l'échelle locale. Les défis climatiques, ils sont devenus essentiels à prendre en compte parce que, encore une fois, on a eu des nouveaux enjeux, des nouveaux besoins. Aussi, ça a précédé un vrai éveil citoyen collectif sur ces sujets. Et puis, le renouveau numérique qui suit l'évolution finalement de notre société et puis des nouvelles habitudes aussi des usagers avec les services numériques. Et finalement, la montée en puissance des préoccupations écologiques et climatiques, la facilité d'accès des services numériques, et ça a vraiment fait émerger, ça a participé en tout cas à faire émerger la nouvelle période dans laquelle on est, qui est plus centrée sur une perspective sociale et sur l'envie et le besoin des usagers de se réapproprier leur cadre de vie. Et donc, naturellement, toute cette évolution, ça a transformé la gouvernance de projet qu'on connaissait jusqu'à présent pour arriver justement, pour laisser de la place à la maîtrise d'usage aujourd'hui. Voilà, pour terminer cette historique, on va terminer sur la gouvernance de projet qui va nous intéresser aujourd'hui, qui globalement peut être résumée par les acteurs et les sujets inhérents aux activités de pilotage et de projet. Donc, on vous propose une dernière définition qui nous paraissait intéressante de Brigitte Fouillant, la sociologue et la chercheuse dont je vous ai parlé juste avant, qui dit que travailler la gouvernance de projet, c'est adopter une démarche de représentation d'une réalité tangible qui n'ignore ni l'existence de conflits, ni la nécessité de formuler des choix, avec des qualités comme la capacité à mobiliser et la compétence d'organisation du pilotage de projet. Voilà, pour nous, c'est intéressant de finir là-dessus parce que ça nous parle beaucoup, ce terme de représentation de réalité tangible, donc celle du terrain, on imagine, avec cette confrontation qu'on a assez systématiquement entre les actions d'une équipe projet et puis les attentes réelles des habitants et des usagers, et puis cette capacité à mobiliser diverses personnes, divers métiers dans une équipe projet, de mener aussi un travail du coup collectif, voire collaboratif quand on y arrive, pour mener à bien nos missions et pour intégrer de manière éclairée ces problématiques liées aux usages dans les projets urbains. Voilà, donc maintenant, je vais laisser la parole à David pour cette deuxième partie que je laisse introduire pour ne pas prendre plus de temps. Et moi, je vous rejoins pour la partie prospective. Merci. Voilà, mais merci Lola. Du coup, pour cette partie-là, maintenant qu'on a bien pris le temps de définir à la fois les usages et la gouvernance, notamment de projet, ce qui nous intéressait maintenant, c'est un peu la jonction entre les deux. Parce que cette intégration de la maîtrise d'usage dans les équipes projet, elle n'est pas évidente. Elle peut tomber sous le sens de certains, mais elle n'est pas évidente en tout cas, et il a fallu la construire, d'autant plus que les équipes projet, les équipes de MO, de MOA ont produit la ville pendant des décennies sans avoir forcément toujours recours à cette maîtrise d'usage. Donc, si on en entend parler depuis quelques années de plus en plus, depuis quelques décennies même, elle apparaît formellement dans la loi en 85 au moment de la loi MOP, qui a été ensuite promulguée en 93, 8 ans après, et qui a principalement servi à réglementer les liens entre maître d'ouvrage public et maître d'œuvre privé. Et ce qui a aussi permis cette loi, c'est un petit peu de clarifier la chaîne de maîtrise d'ouvrage, la chaîne d'un projet urbain, dont là, je vous présente une version qui est évidemment très schématique, mais pour comprendre une petite chose à laquelle je vais arriver très vite. Et si on découpe ce projet urbain en 6 étapes, on commence par la stratégie, en gros la partie stratégie, ambition, qui est portée par la maîtrise d'ouvrage. Puis vient le programme de l'opération, qui ne relève, dans le cadre de la LOMOP en tout cas, que de la maîtrise d'ouvrage, encore une fois. Ensuite, le programme devient projet architectural par entreprise de la maîtrise d'œuvre. Les entreprises interviennent ensuite pour réaliser l'ouvrage. L'exploitation et l'entretien est gérée par les prestataires qui ont été désignés. Et enfin, on y arrive, la dernière étape qui correspond à l'évaluation, c'est l'étape où tout le monde est un peu autour de la table et où les usagers et les habitants sont enfin inclus. Et du coup, ce qu'on voit là dans cette version évidemment schématique,
c'est la place des usagers qui est un petit peu en bout de chaîne et qui pose la question de savoir si la maîtrise d'usage, c'est pas quelque part un peu le parent pauvre du projet urbain, ou en tout cas à l'époque. Déjà, une première précision à apporter, c'est la différence entre usage et maîtrise d'usage. Une définition qui peut permettre un peu d'aider à comprendre ça, c'est celle d'Alain Vulbeau, qu'on a déjà cité, et qui nous dit que la maîtrise d'usage, c'est le moyen de donner une place active et décisive aux usagers en postulant que la pratique génère un savoir. Du coup, pour le dire différemment, ce qu'on pourrait le dire d'une autre manière, c'est que la maîtrise d'usage, c'est la manière de traduire le savoir riche des usagers en actes, en leur donnant un véritable pouvoir décisif. Et c'est là que, du coup, pas mal de questions, plusieurs questions se posent, au premier rang desquelles, justement, comment transformer ce savoir en acte, en maîtrise. Et ce que j'essaie de vous présenter dans cette partie-là, c'est différentes expérimentations, différentes expériences qui ont été menées au cours de ces 35 dernières années, 40 bientôt même, qui ont un petit peu mis les usages dans les équipes projet. Mais aucune, il faut bien préciser en fait qu'aucune d'entre elles n'est la méthode géniale. Elles ont toutes des contextes, elles ont toutes des différences, mais elles doivent plutôt être vues comme des exemples inspirants et d'ailleurs qui ont inspiré au fur et à mesure des années les autres expériences. J'ai beaucoup dit expérience. Et du coup, cette maîtrise d'usage, en voyant un petit peu cette évolution, on va aussi un peu voir comment elle va se définir de plus en plus et un peu avoir de plus en plus de structures, de corps face avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre qui, elles, sont assez bien définies. Du coup, la question qui se pose également, c'est quelle maîtrise d'usage? Parce qu'on parle de la maîtrise d'usage, mais il y en a évidemment plusieurs. C'est-à-dire qu'on peut un petit peu les catégoriser et les corréler au degré de reconnaissance qu'on accorde aux usagers et à leurs compétences. Et en prenant une catégorisation de François Noyer, qui est spécialiste de la participation, on peut un peu voir deux pôles extrêmes, qui seraient d'un côté une maîtrise d'usage qui est purement consultative, où c'est un peu ce qu'on disait au début, où les usagers se contentent, entre guillemets, de donner leur avis, de un peu donner leurs envies aussi, mais qui n'ont pas de véritable pouvoir décisif. Et de l'autre côté, on peut imaginer des usagers qui sont totalement actifs dans les trois pôles de maîtrise, en relation directe, dans une démarche qui est plus, comme on dit, bottom-up, ascendante, et du coup, de MUS, une maîtrise d'usage qui serait plus participative. Et ce qui est important, ce n'est pas tant ces deux pôles, mais c'est de dire qu'entre ces deux extrêmes, il y a une multitude, il y a un gradient de manière de mettre la maîtrise d'usage en place, qu'on peut un petit peu graduer comme ça, mais que dans chacune d'entre elles, y compris celle qui est la moins participative, on a quand même de la maîtrise d'usage. Il y en a vraiment différentes, c'est ça, il faut bien le noter, il n'y a pas une maîtrise d'usage. Du coup, la première expérience que je voudrais vous présenter, elle intervient dans les années 80 et elle fait suite à des critiques à l'époque des méthodes de programmation-conception. On est juste avant la loi MOP, du coup, donc on vient de citer, on est au début des années 80. Et à cette époque, il y a deux chercheurs praticiens au Centre scientifique et technique du bâtiment qui se retrouvent autour d'une critique commune, du coup, de la programmation-conception dans l'habitat, en l'occurrence, puisqu'ils en étaient spécialistes. Et cette critique, elle peut se préciser en trois termes. Ils ont trois critiques principales à faire. Pour eux, cette programmation-conception, elle est trop séquentielle, techniciste et fonctionnaliste. Séquentielle, puisqu'en fait, pour eux, on travaille un petit peu en silo, sans pouvoir effectuer de retour en arrière ou de démarches plus itératives, sans pouvoir croiser les savoirs et les méthodes. Techniciste, parce qu'on pense résoudre des problèmes parfois sociaux, parfois spatiaux, parfois les deux, à travers des réponses purement techniques, ou principalement techniques en tout cas, et fonctionnaliste, c'est-à-dire en ne prévoyant pas ou en ne laissant pas en tout cas s'exprimer des usages émergents. Du coup, on reste un peu aux usages prévus dans la gradation des usages qu'on vous a un peu présenté. La conséquence de ces critiques, enfin de cette approche plutôt de la programmation-conception pour les critiques, c'est de maintenir les habitants dans un statut qui est à la fois indifférencié, individuel et passif, alors que pour eux, l'habitat devrait être quelque chose d'un objet partagé par toutes et tous, et on peut étendre leur critique de l'habitat même à l'urbain en général. Et c'est à partir de ces critiques et de leurs premières expérimentations dans leur coin qu'on ait une sorte de naissance de l'assistante à maîtrise d'usage, mais sous un autre nom à l'époque, et sous le nom de programmation générative. Alors, cette première tentative d'intégrer les usages, enfin, en tout cas formellement, elle a été soutenue par l'État, et en l'occurrence par le ministère de l'Équipement de l'époque, dans le cadre d'un programme qui allait dans ce sens-là, de favoriser les usages. Et dans cette version de la programmation générative, il y a plusieurs principes et une méthodologie qui ont été mis en place qui sont assez intéressants, et ce pour 3 points principaux, il me semble, à notre avis. Alors là, c'est un schéma qui est assez simplifié parce qu'en vrai, c'est beaucoup plus complexe dans les documents de l'époque, mais on va essayer un petit peu de le décortiquer un petit peu.
Et du coup, la première chose qui nous marque, c'est l'idée de projet de vie. C'est-à-dire que là, on voit qu'on est dans de l'usage, dans du social, dans de la vie. On n'est pas juste dans de l'habitat, du logement. Le projet de vie implique toutes ces dimensions. Quand on va imaginer ce qu'on veut comme logement, comme habitat, on ne va pas penser qu'en termes de, on veut tant de surface de mètres carrés, de cloisons, de machin. On va aussi penser aux usages socio-spatiaux, à comment on va interagir, etc., à la qualité d'usage, en quelque sorte. Et du coup, à partir d'un projet de vie qui a un a priori au début, on va avancer jusqu'à l'habitat habité à la fin. Et pour arriver de l'étape 1 à cette étape finale, il va y avoir plusieurs itérations où à chaque fois, il y a des problèmes qui vont se présenter et qu'on va devoir traiter. Et ce qui est intéressant, c'est le deuxième point qui nous paraît intéressant, c'est la partie itérative. C'est-à-dire qu'on n'a pas un programme qui est fixe et après on n'y touche plus et on passe à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'à chaque étape du projet et même dans des phases assez avancées de projet, on va faire des retours, on va faire des pas sur le côté pour reposer des questions et revenir sur le projet de vie. Et à la fois d'un point de vue architectural et d'un point de vue organisationnel, avec évidemment une maîtrise d'ouvrage qui va quand même avoir le pouvoir de décision à la fin, dans quelque chose de plus intégré. Est-ce qu'on voit même, par exemple, à une étape, quand on arrive à l'étape de quelles sont nos intentions sociales et quelles sont nos intentions spatiales, on n'est pas en silo, parce que comme vous le voyez sur le schéma, les deux pôles vont discuter pour essayer de trouver une solution en commun, qui du coup n'est pas purement technique. Et ce qui est assez innovant, le troisième point, qui n'est pas sur le schéma, mais qui en fait y est un petit peu caché, c'est le rôle d'une personne qui s'appelle l'auditeur conseil et qui fait partie d'un binôme de programmation-conception avec l'architecte. Et en complément de l'architecte, cet auditeur conseil, il va être plutôt formé aux méthodes en sciences humaines et sociales, sur les enjeux sociaux, les enjeux spatiaux, etc. Et il va faire plusieurs choses. Il va assister à la maîtrise d'ouvrage, le maître d'ouvrage pour adapter la méthode au fur et à mesure qu'on va sur le schéma, au fur et à mesure des itérations, en fait. Il va gérer l'animation avec les usagers et les professionnels. Et il va surtout, enfin pas surtout, mais aussi contribuer à définir les problématiques qui remontent, à les interpréter et à les rédiger, à les placer dans un document qui s'appelle le Memento, qui va servir d'un peu de programme et de guide au projet, et qui est assez intéressant parce que lui aussi est itératif. Il n'est pas arrêté, et à chaque étape, il va venir se compléter des réflexions nouvelles, des nouveaux problèmes, des nouvelles solutions, etc. Et nous, ce qui nous paraissait assez intéressant de noter dans ce rôle-là, c'est que quelque part, on peut y voir une sorte d'ancêtre de l'assistant à maîtrise d'usage dont on vous parlera après. D'autant plus que certains des AMU citent la programmation générative comme une inspiration. Cette programmation générative, elle n'a pas porté très longtemps à l'époque et très loin, et ce dans les années 80, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les professionnels de l'urbain qui étaient déjà là, qui travaillaient déjà, étaient peut-être un petit peu frileux, notamment parce qu'en fait, quand on arrive avec des nouvelles méthodes qui chamboulent totalement le projet urbain, eh bien, on a un peu de mal à s'y faire. Enfin, faut qu'on justifie, il faut montrer que ça a de l'importance. Donc forcément, au début, c'était un peu compliqué. D'autant plus qu'il y a une petite partie de la profession qui se posait la question de ce qu'allait produire le fait de mettre sur un pied d'égalité les usagers et les professionnels selon eux. Donc, ils étaient un petit peu frileux, compréhensible. Ensuite, il y a le contexte de l'expérimentation, qui est déjà, bon, on est sur une expérimentation, donc qui n'est pas reproduite à grande échelle, mais aussi surtout parce qu'il y avait eu des petits... pour convaincre les maîtres d'ouvrage de participer, je vais le dire comme ça, on avait accordé à ces maîtres d'ouvrage de sélectionner, de définir leur maîtrise d'œuvre sans mise en concurrence, ce qui rendait ça très intéressant pour eux, d'autant plus qu'ils touchaient en plus une subvention. Ce qui fait que les gens qui sont impliqués dans le projet n'étaient pas des gens qui étaient particulièrement encore convaincus par les usages. On voulait les convaincre autrement pour après, une fois qu'ils étaient dedans, leur montrer l'apport qu'avait cette maîtrise d'usage. Et enfin, avec la loi MOP qui a été promulguée seulement 8 ans après, enfin même 9 ans après le début de la programmation générative en 93, on a eu la consécration d'un mode de sélection de la maîtrise d'œuvre qui se fait à partir d'un concours sur esquisse et qui du coup elle est un peu à l'encontre des principes de la programmation générative. Et donc là, on a une sorte de premier coup d'arrêt, on va dire, un petit peu de cette maîtrise d'usage, même si en fait, il y a plein de petites expérimentations qui ont eu lieu. Mais le vrai second retour, enfin le premier retour du coup, cette maîtrise d'usage assez fortement, il s'est fait, selon nous, au moment de l'avènement de la ville durable et surtout de la matérialiser, cette ville durable, par les écoquartiers. C'est à cette époque-là que tous les enjeux environnementaux, sociaux, etc., de comportement, de changement des comportements, ont un petit peu émergé. Et on s'est rendu compte de plusieurs choses, et notamment que quand on veut faire participer les habitants, les impliquer, parce qu'on avait compris qu'il fallait les impliquer si on voulait faire ce changement de comportement, etc. Et bien, quand on discute autour de plans masse, de documents techniques, etc., en aval, on n'arrive pas toujours à grand-chose parce que la technicité rend ça compliqué par rapport à des habitants qui, eux, pensent plutôt
en mode de vie, en mode d'habitat, etc. Et en plus, ces premiers retours d'écoquartiers, ce qu'on a noté, c'est qu'ils n'étaient pas tous aussi performants qu'on le voulait, et ce pour plusieurs raisons. Et ce qu'on s'est rendu compte d'abord, notamment, c'est qu'il y avait un décalage, parce qu'on s'est rendu compte de plutôt ce que les critiques ont tiré des retours d'expérience, hein, c'est qu'il y avait un décalage entre la sophistication des techniques mises en place et les usages même des habitants. Et on se rend compte, par exemple, pour schématiser, dans des écoquartiers qui sont technologiquement très performants, eh bien, en fait, on arrive aux consommations énergétiques qu'on souhaitait sans changement de comportement, ce qui rend ça invisible aux yeux des habitants qui n'ont aucun intérêt ou aucune motivation à faire un pas. Et de l'autre, dans la plupart des écoquartiers, en fait, quand on a des innovations technologiques qui permettent un peu de réduire les consommations, mais pas assez, et donc il faut faire les changements de comportement en plus, mais on se rend compte que ce pas supplémentaire, il est très compliqué à mettre en place et que c'est compliqué de mobiliser les habitants pour plein de raisons, parce que des fois on ne les connaît pas d'avant, qui ne sont pas tous engagés de base là, dans ces démarches-là, parce qu'il y a un turnover important qui rend la dynamique compliquée à entretenir, parce qu'aussi eux ne sont peut-être pas toujours valorisés dans ce qu'ils font. Et notamment, et surtout, peut-être, pour une troisième dimension qui est aussi critiquée, c'était une approche un peu descendante et pédagogique, trop pédagogique, mais descendante du coup, de ces questions-là, qui amène un petit peu à voir les professionnels qui voulaient bien faire, hein, évidemment, à mettre le semi-échec, ou en tout cas le demi-succès des écoquartiers sur le compte d'une inertie des habitants. Alors que d'autres, les critiques, veulent plutôt mettre en avant la compatibilité entre les propositions techniques et les systèmes sociaux d'habitat qui sont dans les écoquartiers. Et là, quand on fait cette critique-là, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il faut prendre en compte les usages. Et il ne faut pas les imaginer ou comme ça, ou les imposer, mais il faut vraiment les imaginer, vraiment les prendre en compte pour les accompagner. Il y a quelques pistes là que je ne vais pas trop vous présenter, mais que vous pouvez retrouver, des pistes d'amélioration de l'époque, notamment à Rennes, autour du quartier Beauregard ou du programme BBC pour tous, qui n'est pas écoquartier, mais on est quand même dans le quartier durable, où il y a eu des choses intéressantes qui ont été faites, des premiers mouvements. Par exemple, dans le quartier Beauregard, il y a eu une prise en compte d'une opposition des habitants qui pointait du doigt un manque en équipement public et en espace partagé, où l'aménageur, la Société économique mixte d'aménagement de l'époque, a pris cette critique assez intelligemment et l'a greffé un petit peu à la gouvernance de projet. Je parle de greffe parce qu'ils n'ont pas été totalement impliqués, mais en tout cas, ils étaient en discussion avec l'aménageur et ça a pu permettre de prendre en compte 2-3 points et d'améliorer le programme. Mais ça n'a pas été très, très loin, notamment parce que les programmistes et d'autres gens qui travaillaient dans le projet urbain ne comprenaient pas tout à fait ou n'étaient pas très motivés à ce que des personnes extérieures viennent modifier au fur et à mesure leur programme, comme ça se fait dans la programmation générative, par exemple. Il y avait plus une idée de le programme est posé, on l'a bien travaillé, etc. Et puis, il se déroule. Dans le programme BBC pour tous, ça allait un peu plus loin, et ça, encore une fois, normalement, on a tweeté 2-3 liens pour avoir un petit peu plus d'infos pour vous, où il y a eu une volonté d'avoir des vraies démarches intégrées, où on fait discuter tout le monde dès les appels à projets, on pose ces questions-là, et on se rend compte de plusieurs avantages. Et notamment, un des avantages qui ne vient pas à l'esprit comme ça, mais qui est très inspirant dans le fait d'intégrer les habitants, les usagers dès le début, dans la plupart des réunions, c'est que c'est les questions bêtes des habitants, en fait. Parce que ces questions qui bêtes, avec des guillemets évidemment, hein, elles vont forcer les autres acteurs à mieux définir leurs pratiques, leurs méthodes, leurs outils, leurs intérêts. Et ça va permettre aux usagers de mieux comprendre ce qu'est un projet urbain et toute la complexité. Mais ça permet aussi, et ça on n'y pense peut-être pas, aux autres acteurs qui sont spécialistes normalement, qui sont spécialistes de la fabrique urbaine, de mieux comprendre, par exemple, l'aménageur va mieux comprendre ce que veut l'architecte, alors qu'il se des images préconçues de 20, 30, 15 ans d'expérience. Là, en redéfinissant, on se comprend mieux entre nous, on parle plus en langage commun, et du coup, juste par l'entremise de questions bêtes et d'intégrer les usagers, on arrive à des démarches intégrées plus meilleures, tout simplement. Et du coup, là, je ne vais pas trop détailler ces exemples parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais normalement, vous pouvez voir dans les documents quand on vous envoyez. Mais en tout cas, les 2 signaux faibles qui ont été mis en avant par des chercheurs dans ces écoquartiers pour favoriser la maîtrise d'usage, c'est d'un côté l'évolution des métiers dits traditionnels de la production de la ville. Donc, c'est un peu ce que je viens de vous dire, où ils accueillent un petit peu plus les maîtres d'usage, ils se remettent un peu en question, pas au fond d'eux, mais juste comment on fait pour faire mieux. Et de l'autre côté, c'est l'apparition de nouveaux acteurs. Et ces nouveaux acteurs, c'est un peu ce dont je vous parlais à la fin de cette partie-là. Et ces nouveaux acteurs, on peut les regrouper sous le terme d'AMU,
pour assistants à maîtrise d'usage. Et eux, ils se sont beaucoup inspirés, ces AMU, enfin, ils se sont inspirés, entre autres, des expériences que je viens de vous présenter. Ce qui est un peu complexe aussi à comprendre pour les AMU, c'est qu'ils sont très différents les uns des autres, qui viennent de champs et de disciplines assez différents, de métiers différents. Il y a des sociologues, des designers, des facilitateurs, etc. Ils n'ont pas les mêmes méthodes de travail. Il y en a qui peuvent pratiquer tout le design, le théâtre forum, la balade urbaine, l'ouverture de chantier, etc. Mais malgré cette diversité d'origine, de pratiques, etc., ils se retrouvent dans une volonté de vouloir faire peser les usages dans la fabrique urbaine pour un ensemble de gains et d'avantages qu'on va vous détailler dans 2 minutes. Et ce qui est intéressant à observer ici, c'est que cet AMU-là, certains de ces AMU-là, évidemment pas tous, parce qu'il y en a énormément en France, hein, ils se sont regroupés pour certains, pour une quarantaine en réseau, et il y a en début des années 2010, au milieu des années 2010, en 2013, et ils ont même produit un livre blanc en 2020, qui est intéressant à 2 titres, enfin à 3 titres même. Il est à premier titre parce qu'il est vraiment très riche et je vous invite à le lire parce que c'est très intéressant en tant que tel pour mieux comprendre les AMU. Et les 2 autres raisons, c'est aussi parce que c'est une action, un acte assez fort, puisqu'il cherche, à travers ce livre blanc, à convaincre les maîtres d'ouvrage, enfin les acteurs de la fabrique urbaine, et notamment les maîtres d'ouvrage publics, les bailleurs, les promoteurs, de l'importance de leur démarche. Ça, je le dis avec assez d'assurance, parce que dans un webinaire, eux-mêmes, pas l'avouaient, mais disaient c'est ça qu'on cherche, entre autres. Et un troisième titre, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a permis à eux-mêmes de mieux savoir qui ils étaient, pour certains des AMU, de mieux se définir et de comprendre quelles étaient leurs différences et leurs points communs. Et du coup, une question qui se pose et qu'eux-mêmes se posent, c'est leur positionnement. Et le positionnement de l'AMU en tant que métier ou non. Parce qu'on se rend compte que là, on parle de plus en plus, vous avez sûrement entendu parler d'AMU, mais il n'y a pas de diplôme d'AMU, il n'y a pas de cadre qui encadre justement cette pratique-là, ce métier-là. Mais cependant, c'est des acteurs qui peuvent se targuer d'apporter des compétences spécifiques et importantes et qui correspondent à ce qu'on voit de plus en plus dans les appels d'offres, à remplir des missions où il y a une vraie demande. Donc, est-ce que c'est un métier ou pas? Eux préfèrent plutôt parler, pour certains, d'une démarche. Et l'AMU, on peut plus le voir comme une démarche qui regroupe différents métiers. Ensuite, l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'AMU, ce n'est pas juste en soi un nouvel type d'AMO, un nouveau type d'assistant à maîtrise d'ouvrage? Et ça, on peut se le poser, d'autant plus que l'AMU même, le nom, est une référence claire à l'AMO. Alors, on pourrait penser que oui, déjà pour cette raison-là, un petit peu de communication, quelque part, et de positionnement dans leur nom, mais aussi parce que de fait, ils accompagnent les maîtrises d'ouvrage comme en AMO. Mais ce n'est pas qu'en AMO, parce qu'ils ont une position un peu plus délicate et plus transversale surtout, où ils vont aussi, par exemple, avoir autant de comptes à rendre quelque part au MOA qu'aux usagers, et ils vont aussi travailler de toute manière avec la maîtrise d'ouvrage, les architectes, etc. Et c'est pour ça que les AMU, notamment dans le livre blanc, certains préfèrent parler d'accompagnement à la maîtrise d'usage plutôt que d'assistance à la maîtrise d'usage. Et là, dans l'accompagnement, on voit plus que la maîtrise d'usage est quelque chose d'assez transversal, qu'on va essayer d'insuffler un peu partout et d'intégrer la démarche pour que tout le monde avance dans ce sens-là. Du coup, concrètement, un peu comment ça se passe. Là, je vous ai pris un peu un exemple d'équipement public sur lequel a pas mal travaillé, notamment la 27e région, qui a fait un webinaire assez intéressant sur la question. Et j'en profite pour rappeler quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais qui est important à souligner, c'est que les projets, que vous savez tous, c'est que les projets urbains, c'est le produit, la négociation entre des acteurs. Et que ces acteurs, ils ne parlent pas toujours le même langage. Ce qui est normal, ils ont chacun leur métier, leur discipline, etc. Il y a évidemment la séparation des 3 pôles, maîtrise d'ouvrage, d'œuvre et d'usage, dont on a parlé avant, mais également une diversité d'acteurs parmi ces fonctions aux logiques toutes diverses. Par exemple, on va un petit peu en parler plus tard dans la mission prospective, il y a les dimensions et les logiques temporelles qui sont importantes à souligner, avec des missions d'AMU qui sont assez variables, mais qui aujourd'hui vont plutôt durer dans moins d'une année, alors que par exemple, si on prend des missions un peu plus emblématiques, comme celle de l'îlot de E-Link, du macrolot E-Link à Nantes, dont on reviendra peut-être dans un autre webinaire parce que c'est très intéressant et assez important, là on était sur une mission de 6 ans au long cours. Et on se rend compte que les logiques temporelles changent dans la durée, mais aussi à quel moment du projet on vient, etc., face à un architecte ou un promoteur qui n'a pas travaillé dans les mêmes logiques temporelles. Et ça pose la question de jusqu'où il faut aller dans la maîtrise d'usage. Surtout qu'un des principes qu'on avait noté, nous, qui était important, c'est le principe d'itérativité, que si l'AMU n'a qu'un certain temps, il n'y a pas la possibilité de faire ce retour constant sur le projet qui nous paraît être une des dimensions les plus importantes, les plus novatrices, innovantes de la maîtrise d'usage. Et du coup, en plus, logique temporelle, il y a des logiques, tout un ensemble de logiques qui sont différentes, par exemple vis-à-vis des maîtrises d'ouvrage. Et si on prend le cas d'un collège, parce qu'on va y revenir dans 3 secondes,
Et bien, dans un collège, il y a une direction métier, la direction du collège, il y a une direction du patrimoine. Il y a les élus qui doivent des comptes du conseil départemental qui gère le collège et de l'éducation nationale qui a la tutelle des gens présents dans l'établissement. Et si on prend les deux premiers que j'ai cités, la direction métier et la direction patrimoine, et bien la première, elle va plus penser en termes de projet quotidien, de collège, de comment ça fonctionne, etc. La direction du patrimoine va plus penser en termes de patrimoine et de construction. Et après, les prestataires qui vont suivre un petit peu ces deux logiques vont aussi avoir leur propre logique qui vont un peu pas s'affronter, mais en tout cas être différentes. Et du coup, ça pose la question vraiment de comment l'AMU va réussir à émuler un petit peu ces différentes logiques. Et dans la plupart des cas, ce qui se passe, c'est que dans beaucoup d'émissions d'AMU qui ont été proposées, c'est qu'il y a la chance d'avoir des maîtres d'ouvrage qui sont un petit peu conscients de l'importance de la maîtrise d'usage, et du coup, ça se passe bien, mais ça pose vraiment des questions de jusqu'où doit aller la maîtrise d'usage pour travailler avec la maîtrise d'ouvrage, et même est-ce qu'elle ne pourrait pas soit s'y substituer, entre guillemets, ou soit plutôt faire partie de la maîtrise d'ouvrage de manière un peu plus forte. Et ça, on le verra dans certains exemples de la vision prospective. Et enfin, pour entrer un peu plus dans un projet, il y a la question de lien entre l'AMU, les AMU et les architectes, qui sont assez intéressantes et qui peuvent vraiment donner des choses très inspirantes. Parce que, encore une fois, le langage d'un assistant maîtrise d'usage et d'un architecte, des fois, ça peut être la même. Enfin, un AMU peut être architecte, donc là, ça se passe peut-être un peu mieux. Mais des fois, et souvent, ils n'ont pas le même métier, du coup, pas les mêmes logiques, pas le même langage surtout. Et ce langage, par exemple, différent, il peut se matérialisé dans les livrables et les documents qui sont produits, qui sont assez différents et qui ne sont pas toujours compatibles ou opérables ensemble. Il pourrait l'être, mais on est on est d'un côté sur des grandes intentions, etc. De l'autre, on peut être plus sur des plans plus chiffrés, etc. Et ça peut être compliqué d'intégrer les deux. D'autant plus, un autre décalage entre ces deux métiers, c'est la question du résultat. Et comme le disait dans le cadre d'un projet de collège de Cergy, la directrice du patrimoine du département du Val d'Oise, c'est les équipes de design, donc c'est un type d'AMU, design en l'occurrence. Les équipes d'AMU sont très ambitieuses, mais l'objectif du résultat porte sur la maîtrise d'œuvre. Donc encore une fois, un décalage entre les deux qui pourrait être une sorte de limite et d'obstacle à cette prise en compte des usages. Ceci dit, on peut quand même essayer de surmonter ces obstacles-là avec justement le projet de ce qui a été nommé le Collège du futur à Cergy, où l'agence vraiment qui a été missionnée par le conseil départemental du Val d'Oise du 95, notamment parce que eux, en tant que maîtres d'ouvrage, ils avaient conscience qu'ils avaient besoin de ça pour que leur cahier des charges corresponde entre guillemets aux enjeux actuels. Et ce qui s'est passé dans ce cas-là, pour aller assez vite, sans aller trop dans le détail parce qu'il est déjà moins 10, c'est que la mission elle a démarré par 3 mois d'immersion au sein de l'établissement de l'AMU, qui a été discuté avec tout le monde pour comprendre les enjeux, les problématiques, etc., et détaché des premières problématiques à traiter. En l'occurrence, c'était la fermeture du collège sur lui-même par rapport au reste de la ville, et la fermeture en silo de différents espaces du collège qui ne permettaient pas de totalement vide de le faire dans le collège vivant, en fait. Et du coup, ce qui a directement été fait, c'est une émulation entre les différents acteurs, de manière transversale. Et l'AMU, il a associé à la fois les élèves, donc usagers, et les autres usagers d'ailleurs, et l'architecte dans la même démarche. C'est-à-dire que les élèves, ils ont participé directement à la modification, à l'aménagement en abattant des cloisons, en prototypant du mobilier, etc. Ensuite, ils l'ont testé en temps réel, c'est-à-dire en vivant dans le collège le mobilier, les aménagements, etc. Puis, ils faisaient un petit peu leur critique du style cet équipement, en fait, on ne l'utilise pas, il ne sert à rien, on peut le supprimer. Celui-là, il est parfait, on l'adore, et l'autre, il faut un petit peu le modifier, etc. Et ça, ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'on retrouve cette démarche itérative, où on revient en boucle. Et l'architecte, dans cette démarche-là, il est toujours présent, il chapeaute un petit peu de loin, il va répondre aux questions, apporter son expertise et prendre en compte ce que vont dire les habitants, avec l'AMU qui fait un petit peu le lien entre les deux. Et on se rend compte du coup de vraiment d'itération, de démarche intégrée, et de là que ça fonctionne, alors que c'est des métiers qui ont pourtant pas des logiques similaires. Voilà, donc à travers un peu cet exemple-là et d'autres, ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique à ces nombreuses problématiques, mais qu'on se rend compte qu'il y a différents types de méthodologies qui permettent de surmonter les obstacles pour prendre en compte ces usages-là. Et une question qui se pose, et que peut-être qu'il aurait fallu poser dès le début, mais on en profite là pour la poser, c'est que là, on vous défend la maîtrise d'usage et comment on fait pour la mettre en place. Mais une dernière question qui se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi on s'embête à faire tout ça? Parce qu'il y a pas mal d'obstacles, il faut faire de la méthodologie un peu différente, etc., pour prendre en compte ces usages. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Et vous doutez bien que nous, on pense que, comme beaucoup, que oui. Et ce, pour plusieurs gains potentiels. Et là, on vous en a cité 3.
on pourrait tous un petit peu les dériver les uns les autres et en trouver plein de sous-gains ou même d'autres avantages. Mais un des premiers, peut-être que celui qui peut permettre de convaincre pas mal d'acteurs, ou en tout cas de participer à les convaincre, c'est la question des coûts et du concept notamment de low cost, high value, c'est-à-dire que les missions d'AMU sont des missions qui sont relativement bon marché, on va dire pas très cher pour une valeur d'usage qui va être développée, qui est très intéressante, et qu'on se rend compte que dans les missions, il y a une AMU, on arrive à des meilleures performances énergétiques, on a moins de coûts de correction, de maintenance, de frais de gestion, et même moins de conflits, comme par exemple si on compare un habitat partagé où il y a eu une démarche d'AMU face à une copro plus classique, on va avoir moins de conflits, du coup moins de frais engendrés. On a aussi des gains qui sont moins mesurables de manière quantitative, et du coup, ce qu'on parlait un petit peu au début, une meilleure appropriation des espaces, des espaces du projet urbain en général. Ce qui donne aussi une assurance d'usage du bâtiment ou de l'espace ou du macro-lot à long terme. Et enfin, ces démarches, elles permettent, comme on l'a vu plusieurs fois, d'expérimenter, d'innover, que ce soit d'un point de vue méthodologique, en remettant un petit peu des savoir-faire en question, mais aussi dans les espaces qui sont produits, qui sont en général plus flexibles, plus modulables et plus adaptés aux usages des habitants. Attention cependant à ne pas systématiquement surestimer les apports de la maîtrise d'usage, dans le sens où ce n'est pas magique. Ça demande un véritable travail en avant pour savoir pourquoi on veut la mettre en place, qu'est-ce qu'on va faire, à quoi on va faire appel comme compétence, puisqu'il n'y a pas une seule AMU, et il ne suffit pas de dire je veux une AMU et boum, les usages sont pris en compte et c'est magique. C'est vraiment un travail très important de définition, d'appel d'offres, etc., qu'il faut prendre en compte. Et ce on peut vous montrer un petit peu dans la vision prospective qui arrive, c'est un peu la richesse de ces AMU. Du coup, là, ce qu'on a un petit peu vu, c'est qu'on est passé d'un moment où la prise en compte des usages n'enthousiasmait pas une bonne partie des acteurs de la fabrique urbaine, à un moment aujourd'hui où, depuis l'avènement de la ville durable et des nouveaux enjeux environnementaux, écologiques, etc., et de comportement, on s'est rendu compte de l'importance de la prise en compte des usages et que c'était même indispensable dans pas mal de cas. Et cette progression des usages, elle se matérialise dans l'évolution de la gouvernance des projets urbains, qui cherche à correspondre à ces enjeux-là. Et ça passe par un changement de pratique des acteurs traditionnels, mais aussi par l'intégration de nouveaux acteurs aux méthodes plus transversales, qui doivent eux-mêmes comprendre les logiques des autres. Ce n'est pas eux qui vont arriver à sauver tout le monde. Il faut qu'il y ait une bonne intercompréhension de tout le monde pour pouvoir innover et répondre à ces questions-là. Et à LDV, on se positionne évidemment dans le sens de cette prise en compte des usages et de leur accompagnement. Et là, je vais vous proposer pour une dernière partie, je vous conseille de ne pas partir parce qu'on va rentrer dans plein de choses très intéressantes, même si ça va être plus court, d'écouter Lola qui va vous présenter quelques pistes prospectives, notre vision prospective pour explorer la maîtrise d'usage un petit peu de demain à travers plusieurs exemples. Merci David. Bon, ben on est à -5, donc je vais vraiment essayer de ne pas répéter ce qu'on a déjà dit, parce que évidemment, on va reparler de certaines choses, mais là, l'idée, c'est qu'on vous présente donc 3 pistes potentielles de réflexion et d'action. Voilà, de toute façon, vous allez retrouver des choses que David a évoquées et que j'ai évoquées aussi juste avant. Juste pour cadrer ça, au cas où il y a des gens qui doivent partir à 14 h, l'idée, c'est vraiment que, donc là, on vous présente notre vision prospective. Ce qu'on aimerait beaucoup, c'est aussi de proposer un format plus interactif prochainement, le mois prochain ou le mois d'après, et de pouvoir aussi confronter, là, ce qu'on vous a dit depuis le début, de confronter nos recherches, nos idées, nos avis avec les vôtres, et d'organiser une table ronde, du coup, prochainement. Je le dis avant que les gens partent, du coup, parce que la vision prospective, vous pourrez, si jamais vous devez partir aussi, la retrouver en replay qu'on mettra en ligne. Donc, voilà, s'il y en a qui sont intéressés, s'il y a des personnes professionnelles de la fabrique urbaine qui sont intéressées par cette table ronde pour participer avec nous et volontaires, évidemment, ce sera plutôt en réaction aux problématiques qu'on aura évoquées dans ce webinaire. N'hésitez pas à vous manifester. Normalement, vous avez mon mail parce que je vous ai envoyé le lien d'accès, ou dans le chat Zoom. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est qu'on puisse faire un format plus interactif et discuter ensemble de tout ça dans un prochain webinaire. Donc, manifestez-vous si ça peut vous intéresser. Alors, 3 pistes de réflexion. Donc, parler le même langage, les temporalités de la gouvernance et finalement la finalité, ou alors jusqu'où l'AMU peut ou doit aller. Donc, des sujets qu'on a déjà évoqués. Et là, on va aller un petit peu plus loin. On va essayer en tout cas. Parler le même langage, donc David vous en a un petit peu parlé. Nous, ça vient aussi d'un constat qu'on a vraiment à notre échelle à l'agence. Au quotidien, on va conseiller des équipes projets sur des pistes d'action et de programmation participative. Et on s'est vraiment rendu compte que des fois, on a autant dans la maîtrise d'ouvrage que la maîtrise d'œuvre, des gens qui ne comprennent pas tout à fait ce qu'on fait, tout à fait en tout cas les tenants et les aboutissants de nos métiers, de nos travaux, de nos missions. Et c'est quelque chose qu'on a remarqué aussi finalement dans toute la veille qu'on a faite
pour ce webinaire et pour les articles qu'on écrit, que vraiment l'intégration bien menée d'une maîtrise d'usage dans une équipe projet, elle dépend de la compréhension de chaque membre de l'équipe des missions de l'AMU et des missions de chacun. D'ailleurs, évidemment, c'est essentiel. Mais voilà, le BU environnement, l'architecte, le paysagiste, on a peut-être un peu plus de facilité à comprendre son rôle. Et naturellement, si on ne comprend pas tout à fait le rôle de l'AMU, on aura beau l'intégrer dans l'équipe, ça va brouiller la gouvernance de projet. Et sans compréhension de son rôle, eh ben, on ne va pas comprendre non plus l'impact de cet acteur dans le projet. Et il n'y aura pas forcément de partage, de vision commune ou de travail collectif. Donc, ça va compliquer un petit peu la gouvernance, évidemment. Aujourd'hui, il y a des solutions qui commencent à émerger. David en a déjà cité une, pour une meilleure intercompréhension des différents acteurs et puis pour renforcer ce langage commun qui va permettre de faciliter quand même grandement le travail des AMU et donc l'intégration des usages dans les projets. Il y a le sujet des formations, évidemment, dans l'école d'architecture, mais d'urbanisme aussi, dans les formations en BTP, parce que les chantiers, c'est quand même des supports très riches d'usage. Éphémères ou même de préfiguration de futurs usages, mais c'est hyper important. Des écoles, voilà, des préparations des concours aux fonctions publiques. Ça serait peut-être intéressant de réfléchir à pas forcément un apprentissage théorique, mais aller plus dans l'immersif, dans des stages de découverte, dans des initiations, avec pourquoi pas des membres du réseau AMU qui vont comme ça accompagner les étudiants vers une meilleure compréhension de ces enjeux-là. Les documents aussi qui vont régir les mutations de nos villes, les marchés publics et privés. En fait, plus les documents de concours, finalement, d'appel à projet, de consultation, les cahiers de décharge, plus ils vont intégrer un vocabulaire qui va vraiment être en lien avec la maîtrise d'usage, bah, évidemment, plus les professionnels, les promoteurs, les architectes, nous, les agences de conseil, bah, on va réfléchir forcément plus facilement à ces notions et les travailler très concrètement, du coup, dans nos projets. À ce sujet, on va vous partager un lien, je ne vais pas en parler, du coup, on vous partage le lien, mais d'un article du collectif ETC qui est hyper intéressant, qui va pas du tout remettre en cause le code, des marchés publics, mais qui va nous inviter un peu à réfléchir à des nouvelles formes de démocratie délibérative et notamment à repenser un peu les modalités de lancement des marchés publics. Et par exemple, il donne l'idée d'intégrer un conseil de maîtrise d'usage très en amont, composé d'habitants, d'associations locales, voilà, pour qu'ils puissent être là dans les instances aussi décisionnaires. Et nous, il n'y a pas longtemps, on a travaillé sur un projet à Angers. Et la consultation, justement, c'est une réflexion qu'on s'est faite, était pas mal faite parce que l'aménageur avait vraiment fait cet effort d'avoir un vocabulaire un peu centré usage dans les documents de consultation. L'architecte aussi avait fait une mise en récit du projet. Et en fait, du coup, nous, forcément, l'équipe projet, ça nous a vachement éveillé, et toute l'équipe projet, j'entends, hein, à des questions d'appropriation, de services collectifs, même de gestion habitante. Et sans ces documents de consultation, on ne serait peut-être pas allé aussi loin. Et puis, comme David l'a dit, il y a aussi ce sujet de documents à produire et cet objectif de résultat que finalement, les documents techniques qui sont quand même plutôt la charge des maîtrises d'œuvre aujourd'hui, et qui pourrait peut-être demain être plus partagé avec les AMU. Et ça pourrait participer certainement à leur donner plus de responsabilité et de légitimité. Les temporalités de la gouvernance, c'est un sujet évidemment qu'on voit partout. Voilà, les temporalités avec l'urbanisme transitoire, les usages et les espaces éphémères qui imprègnent de plus en plus de villes. Mais c'est aussi tout simplement parce qu'en fait, le projet urbain, c'est long, c'est un temps qui est long. Le cycle de vie d'un bâtiment, même la vie des usagers des bâtiments, c'est aussi un temps long. Donc, c'est un sujet où on ne voulait pas non plus passer à côté. Nous, on s'est plutôt questionné. Et puis, on vous a parlé aussi en introduction d'usage unique, d'usage différencié. Bon, voilà, la temporalité, de toute façon, c'est intrinsèque à notre travail sur la ville, mais nous, ça nous intéresse en fait de venir re-questionner ces liens entre temporalité des usages et gouvernance de projet, dans le sens où, du coup, on va se questionner sur quand va commencer la gouvernance de projet, quand est-ce qu'elle va s'arrêter et quel impact ces temporalités-là vont avoir sur la création, sur la pérennité des usages au sein d'un lieu. Je m'explique à travers deux exemples. La permanence architecturale que j'ai vue dans les commentaires d'ailleurs, donc vous voyez, on est un peu connecté. Donc là, c'est plutôt des exemples à l'initiative d'architectes. Juste avant, c'était plutôt, du coup, on parlait de territoire, d'aménageurs. Là, on parle plus d'architectes. Et puis là, en dernier, sur la dernière slide, plutôt d'AMU. Les lieux infinis, on voulait vous en dire quelques mots quand même du collectif d'architectes Encore Heureux, qui sont vraiment partie du
principe que ça serait vachement intéressant de créer des espaces de liberté, des lieux qui sont non finis. Et là, je les cite, pour construire sans fin le possible à venir. Concrètement, l'idée, c'est de prendre un bâtiment qui est hors d'usage, un site délaissé, et puis de venir déjà de considérer l'architecte pas comme un concepteur qui va travailler le bâtiment de A à Z, mais plutôt comme un guide. Ils l'appellent comme ça un guide de l'accompagnement spatial et temporel du projet. Et leur objectif, c'est vraiment pas de construire des bâtiments, mais de faire émerger des lieux. Et donc de laisser des installations éphémères, mais aussi de laisser place aux actions spontanées des usagers. Et du coup, évidemment, pour réaliser ce type de projet, il faut quand même bien déconstruire la gouvernance traditionnelle, en tout cas. Il ne faut pas figer une programmation, il ne faut pas figer un aménagement à l'instant de la conception et même à l'instant de la construction. C'est là que c'est intéressant. Et il ne faut pas non plus figer l'action de l'architecte, en fait, qui va vraiment évoluer en fonction des envies et des actions des usagers. Pour le coup, là, on n'a pas de réponse très, très concrète encore parce que voilà, c'est très innovant comme parti pris, mais ça vaudrait vraiment le coup de réfléchir collectivement un petit peu à faire émerger des nouveaux modèles juridiques, des nouveaux montages financiers, des nouveaux modes de gestion aussi pour ce type d'espace qui reste évidemment à inventer, hein. On n'a pas la prétention de dire qu'on a toutes les réponses. C'est vraiment des pistes qu'il faudra encore travailler pendant quelques temps certainement. Second exemple, donc sur la fameuse permanence architecturale dont une personne a parlé sur le chat, qui a notamment, entre autres, été mise en œuvre par l'agence d'architecture Construire, et en fait qui a été coéditée aussi par la plateforme collaborative Hyperville, qui, si vous ne la connaissez pas, on vous invite vraiment à la découvrir. Je vais vous citer quelques-unes de leurs phrases parce que c'est très bien dit pour comprendre leur concept, ils l'ont très bien écrit. La performance architecturale, c'est construire en habitant et habiter en construisant. Elle avance l'idée qu'une présence continue sur place construit un vrai dialogue et une confiance rare entre tous les acteurs qui sont garants d'une certaine qualité architecturale. C'est intéressant de voir que là, on met la responsabilité aussi sur tous les acteurs du projet, notamment sur les habitants et les usagers, du coup. Et enfin, ils disent que la permanence, c'est se rendre disponible à l'évolution impensée du projet, c'est-à-dire à la fois le temps long de l'écoute, mais aussi l'instant d'intense réactivité. Donc, on est en plein dans ces questions et ces dynamiques de temporalité. Ce n'est pas une méthode toute faite, évidemment, hein, ce n'est pas un outil, c'est plutôt une vision et un état d'esprit. Mais l'idée, c'est vraiment de faire évoluer la commande et la pratique architecturale, de laisser place à des expérimentations urbaines, encore une fois, de redéfinir un peu le rôle de l'architecte, qui ne va pas se cantonner à son rôle de concepteur, qui va avoir un lien hyper étroit entre la personne qui dessine et la personne qui réalise. Donc, entre en phase chantier, mais l'architecte est aussi hyper en lien, évidemment, avec les habitants, parce que naturellement, on a une logique de co-construction et de co-définition des programmes et des usages dans cette logique-là. Voilà. Donc, ça demande du temps, parce que du coup, ça demande aussi de libérer beaucoup de temps de terrain et d'être beaucoup sur place. Et dans ce document, pour une petite aparté, justement, dans ce document d'Hyperville, c'est intéressant parce que du coup, il donne des projets concrets de permanence architecturale qu'on vous invite à découvrir, qu'on aura peut-être le temps de détailler dans un webinaire dédié à la permanence architecturale. Mais en fait, il donne aussi des pistes justement pour faciliter la gouvernance de projet, pour faciliter l'intégration de cette logique. Et par exemple, ils vont parler de formation justement. Et là, je les cite, ils disent que ces temps longs pourraient être investis dans des procédures existantes et d'autres à inventer, comme le stage d'études, les périodes de retraite ou des semestres d'études expérimentaux. Et ils parlent aussi, ça c'est vachement intéressant, de l'instauration d'un 1% permanence. Donc j'imagine à l'image du 1% artistique. Donc il y a des solutions très concrètes quand même, malgré le fait que ça soit plutôt un état d'esprit. Déjà, il y a eu des projets extrêmement concrets qui se sont réalisés. Et puis, il y a vraiment des pistes d'action pour faciliter la gouvernance, du coup, pour faciliter l'intégration de ces logiques-là dans la gouvernance. Voilà, pour terminer le webinaire sur la finalité, en tout cas jusqu'où on doit aller, David vous en a un peu parlé. Est-ce que les AMU vont se transformer en AMO? Est-ce que finalement cette logique de ne pas prédéfinir de programmation, de laisser des lieux infinis, on ne peut pas re-questionner aussi le futur de l'AMU? Est-ce que demain, c'est souhaitable que les architectes, les paysagistes deviennent AMU, ou alors est-ce que même ce sont les habitants eux-mêmes, les acteurs locaux qui vont devenir AMU? Évidemment, on n'a pas de réponse toute faite, c'est pas oui, c'est pas non. Par contre, il y a des pistes de réflexion qui ont déjà été faites et des projets qui ont déjà été lancés sur ces sujets qui commencent progressivement à émerger. Le collectif ETC dont vous a déjà parlé, notamment, en fait, sur la friche Belle de Mai à Marseille,
Ils ont répondu à l'appel d'offres public. Et pour le coup, c'est intéressant. Ils ont vraiment re-questionné un peu justement la gouvernance de projet, en tout cas la configuration d'acteurs qu'on trouve d'habitude. Et en fait, ils ont proposé une équipe de maîtrise d'œuvre opérationnelle et un conseil des sages et un conseil de maîtrise d'usage. Avec le conseil des sages, donc, il y avait l'architecte Patrick Bouchin, l'architecte urbaniste Philippe Paneret et puis l'écrivain essayiste Olivier Mongin. Et puis le conseil de maîtrise d'usage, c'était vraiment aller chercher les associations locales, les habitants également, pour qu'ils puissent s'intégrer vraiment, pour qu'on puisse en fait placer dans les instances de décision ce conseil-là, du coup très en amont, qui est vraiment une expertise du quotidien, qui pourrait du coup demain avoir un rôle aussi légitime que l'expertise technique des projets urbains. Et le collectif ETC avance notamment l'idée qu'en fait, cette idée de conseil de maîtrise d'usage, c'est aussi qu'il puisse, qui soit la préfiguration des conseils citoyens. Et du coup, qu'on puisse permettre, grâce à ces nouvelles logiques-là, d'inventer des formes propres de démocratie locale. Et pour terminer justement sur ces sujets de démocratie locale, est-ce que finalement, ça ne serait pas placer l'habitant lui-même en AMU, en expert d'usage? Nous, on est convaincus qu'il l'est, mais du coup, très concrètement, dans les projets urbains, est-ce que c'est souhaitable aussi? Il y a des projets qui commencent à se questionner et à expérimenter ça. La 27e région, dont David vous a parlé un peu plus tôt, ils ont rédigé un rapport donc intéressant sur, bon là, c'est vraiment la maîtrise d'usage appliquée à des projets d'équipement public. Et en fait, il donne quelques idées et actions concrètes sur le fait de laisser les usages finir le bâtiment, mais aussi sur le fait de donner aux usagers les capacités de conduire eux-mêmes une mission de maîtrise d'usage. Et du coup, il y a un bon exemple là-dessus, c'est le collectif Hypervoisin, qui est une asso d'habitantes et d'habitants du 14e arrondissement de Paris. Et en fait, ils se sont mis en co-maîtrise d'ouvrage citoyenne pour rénover une place publique qui s'appelle la place des droits de l'enfant dans le 14e arrondissement de Paris. Et donc, concrètement, ils ont vraiment été dans l'équipe. Donc, ils ont réalisé le travail d'écoute et dialogue avec les habitants. Donc, ils ont vraiment fait de la participation citoyenne eux-mêmes. Ils ont participé aux réunions de suivi avec les services municipaux, conduit donc la concertation et la restitution de la concertation. Et ils sont même allés du coup jusqu'à co-élaborer les plans et les programmes de travaux pour acquérir et réaliser eux-mêmes les mobiliers urbains, dont aujourd'hui ils ont la charge de les gérer au quotidien. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on a vraiment une implication qui devient de plus en plus étroite dans ces projets-là, des citoyennes et des citoyens. Ils travaillent à la fois du côté maîtrise d'ouvrage en étant un peu les garants de l'intérêt général, à la fois du côté maîtrise d'œuvre en étant des experts d'usage finalement. Et ça va justement donner Enfin, ça va justement. Dans ce document que je vous invite à lire, il nous donne des conseils aussi très concrets pour intégrer cette logique-là dans les gouvernances de projet. Par exemple, ils nous disent, l'idée, par exemple, c'est de bien désigner un référent politique du projet qui va être garant de la prise en compte de la participation. Il faut aussi bien intégrer les missions de participation citoyenne aux missions de programmation. Voilà, ils donnent des idées comme ça très, très concrètes pour faciliter la gouvernance de projet et pour faciliter l'intégration d'habitants usagers dans les gouvernances de projet. Voilà, j'ai essayé d'être rapide. Bon, on a 10 minutes de retard. Bon, évidemment, il y a plein de pistes qu'on n'a pas évoquées. L'idée, c'est que du coup, on puisse se retrouver pour une prochaine table ronde. Mais voilà, on voulait aussi montrer par ce webinaire que ce n'est pas si facile de mettre en œuvre une gouvernance qui est pleinement démocratique. On a encore du travail à faire. Heureusement, on a beaucoup d'acteurs et beaucoup d'actrices qui sont hyper engagés aujourd'hui pour vraiment imprégner la fabrique urbaine de ces logiques-là. Donc, voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment. J'espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on a été hyper... on va mettre la caméra sur nous deux maintenant. En tout cas, nous, ça nous a vraiment beaucoup intéressé de travailler là-dessus. On a appris plein de choses, donc on espère que vous aussi. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, encore une fois... vous pouvez nous contacter. Moi, je vais vous renvoyer un mail pour vous remercier déjà. Et puis, on va vous mettre un lien pour le replay pour celles et ceux qui sont en retard ou qui sont partis plus tôt. Voilà. J'espère que vous avez appris des choses. Merci à vous. Oui, merci. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin, parce que vous êtes encore pas mal à être restés jusqu'à la fin. Et puis, s'il n'y a pas de questions, on va vous laisser aller déjeuner ou aller retravailler. Les deux en même temps, peut-être. Et les deux en même temps, si vous avez pas le temps.
Bon, bah, s'il y a pas de questions, merci beaucoup d'avoir participé au webinaire et puis on espère du coup que vous serez avec nous pour la table ronde. La table ronde qui va être un format où on va, je pense, vraiment essayer d'inviter à la fois évidemment le côté maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, AMU évidemment, qu'on va animer. Je pense, nous, on va plutôt avoir ce rôle d'animation dans cette table ronde que d'experts pour le coup. Et ça serait hyper intéressant qu'on arrive à faire un format un peu plus interactif avec vous, pouvoir répondre, avoir vraiment un temps de questions où on vous donne la parole, où vous mettez la caméra et le son et on discute ensemble. Et alors, la question, comment on intègre ces réflexions dans nos pratiques et nos projets, en fait, on pourrait le détailler. On s'est dit que faire tout un webinaire sur les missions LDV, c'était peut-être moins... Enfin, ça va arriver. C'est une bonne réflexion, ça va arriver, mais on voulait vraiment, pour rentrer dans le sujet, commencer par la gouvernance de projet. Et puis après, peut-être qu'il y aura un webinaire d'une heure où on vous parlera d'un projet très concrètement, comment nous, en tant que LDV, on fait pour l'intégrer. C'est une bonne idée. Oui, on va mettre un replay pour digérer tout ça. En effet, c'était un peu dense, mais merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Mais oui, on va vous mettre un replay sur notre chaîne YouTube. De toute façon, je vous enverrai tout ça. On va vous faire, sans vous harceler de mails, on va vous renvoyer un mail déjà pour vous remercier d'être restés, malgré le fait qu'on ait dépassé le temps, et puis pour vous donner toutes les infos pour la suite. Bon, eh ben, on va terminer. Merci beaucoup. À très bientôt, on l'espère. Au revoir. Au revoir.